Alors, nous allons commencer le débat qui clôture cette journée de travail. Je vous remercie d'être là. La journée est très dense, ce dont je me réjouis, mais elle est aussi fatigante à la mesure de la densité. Je voudrais dire un grand merci aux 5 participants à ce débat et souligner que c'est pas tous les jours qu'on a un groupe de 5 personnalités expertes d'un tel renom et d'une telle importance dans notre pays. Et je voudrais vraiment vous remercier d'être là tous les 5. Je vais faire une brève présentation des participants au débat. Je vais commencer par ce qui est le fond pour moi, mais qui n'est pas le fond, qui est Mike Trace. Mike Trace nous vient du Royaume-Uni, mais il a une carrière européenne en tant qu'ancien président de l'Office européen des drogues et de la lutte contre les drogues, le MCDDA en anglais. Il a aussi occupé des positions assez similaires à celles du Dr Gosselin au Royaume-Uni pendant des années. Il est le directeur général du Forward Trust, ex-RAPT, qui gère des centres de traitement dans les prisons. Et la liste pourrait être encore beaucoup plus longue après une carrière de 25 ans au service des gens en souffrance et en douleur dans les addictions. Merci d'être là, Mike. Merci infiniment. Ensuite, je continue. Le professeur Michel Reynaud, professeur des universités, grand acteur de la lutte contre l'addiction en France, au titre de son service de psychiatrie, au titre de son investissement dans la contribution aux différents plans et suggestions de la MILDECA, au titre de son action innovante au travers du fonds Addiction, j'y arriverai, et au titre du village Addicted qu'il a créé et fondé, dont il est le président, qui est un portail web que je trouve extrêmement efficace. Je crois que j'ai rien oublié, professeur. Dr Ruth Gosselin, qui est resté parmi nous, merci d'avoir accepté de rester. Jean-Pierre Coutron, le président Coutron de la Fédération Addiction, dont je citais la remarquable intervention Journée du Havre l'été dernier. Merci infiniment d'être aussi parmi nous. Pour nos amis anglo-saxons, la Fédération Addiction est probablement le plus gros organisme fédérateur en matière de professionnels de l'addiction, avec des congrès, des formations, une diffusion du message. C'est énorme en France, donc nous nous honorons de votre présence, Président. Merci. Et enfin, Jack Charlier, qui nous vient de Chicago. Pas pour chanter le blues, mais parce que Jack est derrière une initiative extrêmement importante aux États-Unis, aux côtés d'autres personnes, dont Rick Ostrom, qui est à ma gauche ici, en matière de refondation et de rénovation complète du système américain entre soins, aide et pénalisation et répression. Et il y a un mouvement énorme qui naît de la base, d'ailleurs la base policière, de la base magistrale, de la base des acteurs de terrain, de première ligne, qui est en train de dire ce qu'on fait ne marche pas, il va nous en parler. Et il y a des idées innovantes qui ne sont pas dissimilaires d'ailleurs des choses dont parlait le Dr Gosselin, mais qui me semblent importantes, qui nous ont semblé importantes d'amener ici pour avoir de l'air frais, avoir de l'espoir aussi. J'ai toujours tendance à dire que le soleil dans le système planétaire se lève à l'est, les addictions se lèvent à l'ouest, les opiacés arrivent. Le crack était arrivé il y a quelques années. Il y a une espèce de chose anti-planétaire là qui se passe, ou anti-système solaire. Donc on va entendre ce que Jack a apporté, et même aussi tu peux écouter. Et l'idée est de partager. L'idée de ce débat est de partager. L'idée de ce débat n'est pas d'antagoniser. L'idée de ce débat, pour moi, j'espère que vous serez d'accord avec moi, c'est que 16, 18, 20% de la population est touchée plus ou moins par des troubles addictifs de la personnalité dans le monde occidental. C'est plus qu'une épidémie de grippe. Et bizarrement, on en entend moins parler dans les journaux, on a honte, ça gêne, ça dérange. Heureusement qu'il y a des institutions comme la MILDECA, heureusement qu'il y a des acteurs privés, vous êtes ici les témoins, heureusement qu'il y a des gens qui prennent en charge cette dimension de la souffrance humaine. Je ne connais aucun modèle social où on accepte que 20% des gens soient dans la M, socialement. Avec les addictions, c'est le cas. 20% de la population est sur un certain carreau quand elle n'est pas mise en prison, quand elle n'est pas réprimée, humiliée, rejetée.
Et 20% d'une population qui a des problèmes de ce type-là, ça demande de repenser les modèles sociaux, de repenser ce qu'on fait. On ne peut pas simplement évacuer le problème avec soit une peine de prison, soit une amende, soit une ségrégation morale humiliante. C'est mon point de vue, j'espère que vous le partagez. Je livre le mien, à mon nom personnel. Je n'ai pas entendu. Soit les trois. Je voudrais vraiment que ce débat soit un débat de construction où on ose dire ce qu'on fait de pas bien, ce qu'on n'arrive pas, là où on échoue, ce qu'on pourrait faire de mieux, et qu'il y ait un peu d'espoir qui en sorte. Voilà ce que je voulais juste vous dire en ouverture. Avec ceci, je vais laisser la parole à Jack. Il faut juste que j'ouvre le bon slide, PowerPoint. Can I just start then? Let me get ready. Oh. Bon, pendant qu'il fait ça, je vais commencer. C'est bon, Christophe? Bon, merci, Christophe, et merci à tous. Pour rester ici, c'est 5 heures. Et aux États-Unis, personne reste à 5 heures parce que c'est le temps à manger. En anglais, on appelle ça un setup. Un setup. Je ne sais pas le mot en français pour ça. Ça veut dire que les gens qui parlent, à la fin de chaque journée, personne reste pour ça. Oui, il faut parler vite parce que tout le monde a faim. Bon, vous pouvez voir que je peux parler français. Mon nom de famille, c'est Charlier, et mon père est né à Anvers et maintenant vit à Bruxelles. Mais Christophe m'a dit que Jack, tu ne parles pas assez bien pour faire toute une présentation en français et tu fais trop d'erreurs. Je pense qu'il est fou, mais aussi correct. Pour ça, je vais commencer à parler en anglais maintenant. Et si je fais des fautes en anglais, ça c'est ma faute. Oui, ça c'est ma faute. Good afternoon. Bonjour à tous. Je m'appelle Jacques Charlier. Je suis ravie vraiment d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui ont assisté. Tous ceux d'entre vous qui sont obligés de chausser leur casque maintenant, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on a enduré pendant toute la journée avec nos petites oreillettes. Voilà, donc je vais vous donner quelques petites présentations, mais je voudrais d'abord répondre à la présentation exceptionnelle qui a été fournie par le docteur Goznan. J'ai soulevé quelques points ou noté quelques points qui sont similaires à ce que je voulais vous dire. Donc j'ai ajouté quelques notes et je vais essayer d'établir des ponts avec ce qui a été dit par le professeur Goznan un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Donc je vais parler des États-Unis, mais je vais aussi essayer de trouver des points communs. Je ne suis pas venue pour vous dire en France, voilà comment vous devriez faire. Je ne suis pas là pour vous expliquer comment procéder, mais je pense que c'est quand même intéressant de tracer des parallèles. Aux États-Unis, nous avons un champ émergent qui s'appelle l'alternative aux poursuites. C'est un domaine aux États-Unis qui vise à améliorer la sécurité publique, mais à également impliquer la police tout en établissant un lien avec la santé publique. Aux États-Unis, nous avons beaucoup de problèmes d'addiction. Il y a un problème de déconnexion entre la santé publique et la sécurité publique. Nous voudrions une solution de santé publique basée sur la recherche et la science qui permettent d'améliorer la sécurité. Et je vais vous montrer, je pense que dans une certaine mesure, certaines des choses que je vais vous dire n'auront pas vraiment de sens dans le contexte français, mais j'espère quand même que cela pourra vous être utile. Une démarche de santé publique pour améliorer la sécurité publique, c'est le titre de ma publication. S'il y a des erreurs dans la traduction, sachez que c'est la faute de Christophe. Ce n'est pas moi qui ai traduit ce document. Voilà, donc je voulais en profiter, je plaisante bien entendu, pour le remercier. Je sais qu'il a investi énormément de temps dans la traduction de ces diapositives. On n'était pas très sûr, il y a certains concepts qui sont un peu particuliers, donc voilà, merci beaucoup Christophe. Vous voyez tout un tas de termes à l'écran, je vais en parler. Tous ces termes-là sont en réalité, ils désignent la même chose. C'est un nouveau territoire, c'est une terre encore non explorée aux États-Unis. Donc on peut utiliser tous ces termes. Peu importe lequel de ces termes on utilise, ils se réfèrent tous plus ou moins à la même chose.
Voilà, donc je veux pas lire toutes ces diapositives, je vais simplement essayer de vous faire une présentation un peu informelle. Donc voilà ce qui se passe, c'est très très simplifié, c'est schématisé, voilà quel est le système aux États-Unis. Donc on part de la gauche et on va jusqu'à la droite. Aux États-Unis, le système judiciaire, jusqu'à il y a quelques années, la partie gauche représentait ce qu'on appelle le portail du système judiciaire. Donc l'idée était d'avoir une police et de faire appliquer la loi. Jusqu'à maintenant, l'ensemble des efforts fournis étaient fournis par la police. La police était à gauche et généralement on fournissait des efforts centrés sur les prisons, les parquets, tout un tas d'efforts d'efforts plutôt policiers. Et il y a beaucoup de programmes de réorientation qui ont été un petit peu négligés et je pense que cela a été très nuisible pour notre système dans son ensemble. Donc, quand j'ai dit qu'il s'agissait là d'une démarche de santé publique pour améliorer la sécurité, ce qui se passe également, c'est que la réorientation avant arrestation pourrait aider à permettre de décharger ou de donner plus de temps à la police pour permettre aussi à un certain nombre de personnes de rester à l'extérieur du système judiciaire, d'obtenir des soins. Parce qu'on sait qu'une fois que les gens sont intégrés au système judiciaire, généralement leur destinée est plutôt sombre. Il y a un taux de récidive qui est assez important, il y a beaucoup de traumatismes qui sont infligés dans les prisons américaines. Donc on sait que ça n'est pas forcément très bon d'être intégré au système judiciaire. Nous avons aussi toute une quantité de programmes au sein des cours de justice. Avec beaucoup de surcharge de travail dans ces cours de justice, la situation est devenue assez compliquée. Il a été très difficile de réussir à travailler à la bonne échelle. Donc voilà le premier point qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, il s'agit de santé et de sécurité publique, mais il s'agit également de faire baisser la pression sur le système judiciaire et sur les prisons. Aux États-Unis, ça permet aux cours de travailler mieux et de travailler plus, parce que cela libère des ressources. Mais dans les prisons et dans les centres d'incarcération, environ 11% des personnes qui sont incarcérées sont traitées, mais ne sont pas traitées correctement, parce qu'évidemment, il y a beaucoup trop de monde. On est dans un endroit où on essaye de survivre, de ne pas se faire tuer, de ne pas se faire agresser sexuellement. Donc, évidemment, ça n'est pas le meilleur des contextes, le contexte le plus propice à la guérison. Donc l'idée est encore une fois de faire diminuer la pression pour améliorer les ressources. C'est un petit peu l'idée générale de ce qui est en train de se passer dans le système judiciaire aux États-Unis. Moins de monde, plus de possibilités de travailler, plus de possibilités de faire du travail de meilleure qualité pour réussir à avoir de meilleurs résultats pour les personnes concernées. L'alternative aux poursuites aux États-Unis, je vois beaucoup de gens qui prennent des photos, c'est super, mais d'un autre côté, je vous enverrai mon PowerPoint, donc c'est pas forcément la peine de vous donner tant de mal. Une intervention hors micro. Donc, il y a 3 options. Jusqu'à maintenant, il n'y en avait que 2. Pour la question de la police aux États-Unis, il y avait la possibilité d'une arrestation ou d'une relaxe. Vous pouvez vous arrêter ou vous laisser partir. Aujourd'hui, avec l'orientation, on a la possibilité d'une 3e option. Voilà un certain nombre de choses qui se passent dans le cadre de cette réorientation. Je voulais souligner un certain nombre de choses. Je ne veux pas tout vous lire, bien entendu, mais tout d'abord, il y a une approche systémique qui est importante. Je ne veux pas vous parler d'un programme ou d'une session de formation. Je vous parle ici de liens à créer entre 3 systèmes. Le système de traitement, le système de justice et les communautés, les citoyens, les quartiers, les gens qui sont victimes du crime, les gens qui sont en train de se remettre. Comment faire en sorte que les 3 travaillent de concert. Et je crois qu'on en a parlé d'ailleurs un petit peu préalablement. Le professeur Goznan en a parlé avec cette question de l'action au niveau local, de l'action interministérielle. Je ne vous décris pas un programme, je vous décris simplement une intention. L'intention de mettre en place un système où des relations seront créées, notamment au niveau du financement, pour permettre aux gens de modifier leurs pratiques à long terme et d'améliorer la situation.
Vous pouvez voir ici, encore une fois, il n'y a là que quelques diapositives. Il s'agit toujours de recherche et de science. Aux États-Unis actuellement, les chercheurs en termes de justice, de criminalité, sont des stars du rock, sont des superstars. On sait qu'on ne va nulle part aux États-Unis s'il n'y a pas des chercheurs qui viennent nous dire ce qui se passe. Donc, évidemment, il y a beaucoup de recherches de très bonne qualité qui sont actuellement en cours. Aux États-Unis, actuellement, on a beaucoup de travaux qui sont en cours. Excusez-moi, mon pointeur ne fonctionne plus. Aux États-Unis, les 2 premières pièces du puzzle en termes de législation sont au niveau des États. Il n'y a rien de fédéral. Les 2 premières lois au niveau des États ont été votées cette année. Donc aux États-Unis, on a un cadre légal qui est en train d'être mis en place pour une orientation pré-arrestation, pour essayer d'améliorer la situation. Il n'appartient plus au département de police de décider de tout seul. Il faut vraiment que la police travaille avec d'autres. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui s'occupent des soins à apporter aux personnes en état de dépendance. Il y a un cadre politique qui est en train de se mettre en place, un cadre législatif également. Et le docteur Gosnan a également parlé d'un système de screening pour les personnels d'urgence. Donc on a cette idée d'application à l'initiative des forces de l'ordre. C'est quelque chose qui est intéressant. Dans quelle mesure pouvons-nous dépister les situations d'addiction pour nous permettre de prendre les bonnes décisions? Généralement, la police est d'accord pour dire que quand ils prennent les décisions seuls, généralement, les décisions prises ne sont pas forcément les bonnes. Donc, ce que l'on fait aux États-Unis, c'est qu'on essaye de donner un outil aux officiers de police pour leur permettre de poser les bonnes questions et de détecter les situations difficiles. Et il y a ensuite l'idée de réduire les risques, de réduire les dommages, de réduire ou de rencontrer les gens là où ils se trouvent et de faire tout ce que l'on peut pour les aider. S'ils n'ont pas violé la loi, dans ce cas-là, vous pouvez les aider sans trop de problèmes. S'ils ont violé la loi, y a-t-il une meilleure solution que de les envoyer en prison? Encore une fois, il s'agit de diminuer la quantité de dommages infligés à la société, infligés aux personnes. Et encore une fois, il s'agit de fonctionner au niveau systémique, avec une approche plus holistique. Vous pouvez avoir parfois des gens qui appartiennent à des catégories de population où les problèmes sont fréquents. Les efforts ne sont pas forcément les mêmes dans ce cas-là que si nous parlons à quelqu'un qui est un petit criminel ou un petit délinquant. Je voudrais encore une fois revenir sur la présentation excellente du Dr Gosnan qui évoquait également ce genre de problématique. Christophe m'a demandé spécifiquement de mentionner le fait que la santé mentale aux États-Unis, on parle de réorientation pré-arrestation. Il n'est pas illégal d'avoir des problèmes de santé mentale, mais par contre, il est illégal d'utiliser des drogues. Si vous faites une attaque cardiaque, on vous envoie une ambulance. Si vous téléphonez en disant je suis en train de faire une crise, j'ai un problème mental, on vous envoie la police. Pourquoi? C'est une question qui se pose. La question d'orientation, je sais que vous connaissez tous ce terme de diversion en anglais, donc réorientation ou orientation en français. Aux États-Unis, donc la diversion, la réorientation, il s'agit d'éviter de se rendre ou d'être impliqué dans le système judiciaire. Donc la police prend les décisions parce que c'est la police qui voit les patients en premier et c'est la police qui peut décider de les envoyer, de les réorienter vers un traitement. Parfois, ils ne peuvent rien faire avec les personnes qu'ils arrêtent ou qu'ils trouvent. Et parfois, il est possible de leur permettre un accès aux soins, un accès à la possibilité d'avoir un domicile, un accès
à un traitement de santé mentale, etc. Parfois, on ne fait rien du tout. Mais l'idée d'une alternative aux poursuites, c'est, encore une fois, que ce soit alimenté par la santé et moins par le système judiciaire. Ensuite, on a aussi l'orientation par le système judiciaire, mais il y a beaucoup de tensions entre le système judiciaire et le système de santé publique. C'est souvent le système judiciaire qui gagne ce genre de petite lutte intestine. Et donc, ça c'est un petit peu compliqué. On a généralement un système aux États-Unis qui veut que si vous vous faites prendre 3 fois, eh bien c'est fini pour vous, vous êtes incarcéré plus ou moins à vie. Voilà. Je voulais enlever ça, mais j'ai décidé de le garder. Il y a 2 types de réorientation. À gauche, il y a la majorité des cas où vous vous souvenez, j'ai dit qu'on peut vous arrêter ou on veut le relâcher. Ensuite, il y a un autre cas où on vous relâche parce qu'il n'y a pas de poursuite. La police vous a relâché. On l'a réalisé parce que il faut faire autre chose quelque chose avec Jacques, parce que soit quand je le revois, il sera mort ou il va récidiviser. Donc ici, on le oriente pour empêcher une criminalité ou un autre futur ou une victime future. À droite, il y a l'intervention de orientation d'intervention. Où il y a des poursuites criminelles, on peut vous arrêter, mais parce que c'est un problème de comportement qui est moteur de votre criminalité, et s'il n'y a pas de problème de délit grave, il y a une option d'orientation. Donc on va les orienter vers un centre de traitement, et si la personne est d'accord. Donc ça, c'est vraiment un changement important de culture pour la police. Donc ça arrive beaucoup moins, mais il y a ces 2 types. Il y a la prévention et l'intervention. D'accord, donc voici le plan large. Quand j'ai dit que c'était une approche de système, il y a 3 systèmes qui se rapprochent. On voit les 3 systèmes, le système judiciaire à droite, le traitement à droite et la communauté en bas. La fondation, c'est là, même si c'est la prison, tout le monde sort de là. La fondation, c'est la communauté. Et pour revenir à ce que disait Dr Gozlan, la nature interministérielle, en France, on a la même chose aux États-Unis, mais c'est au niveau local. Aux États-Unis, les responsables de police prennent les décisions. Ils n'ont pas de guidance, ils ne sont pas menés au niveau fédéral. Mais bien sûr, sans argent, personne ne fait rien. Donc tout se fait au niveau local pour les systèmes, les villes, les villages. Donc pour l'orientation, préorientation, c'est qu'on rapproche ces 2 systèmes. Vous voyez, à gauche, on a des normes, des valeurs, des cultures sont différentes que celles de la droite. Et pour la fondation, c'est en bas. Donc comment les rapprocher? Donc on est ici, c'est le modèle TASC. Donc très brièvement, le modèle TASC est développé aux États-Unis et c'est sorti en 1972 par Nixon. Pour nos vétérans de Vietnam, ils revenaient aux États-Unis avec des addictions à l'héroïne et donc ils allaient en prison. Donc on ne voulait pas que nos vétérans aillent en prison. Donc on s'est dit qu'il fallait trouver une solution pour ça. Donc on a créé ce pont entre les 2 systèmes. Donc si vous travaillez dans le système judiciaire et vous les rapprochez des systèmes, voilà les 6 systèmes qu'il faut utiliser, les 6 éléments. Si on utilise ces systèmes systématiquement, on a un résultat qui est 2 fois mieux que le système judiciaire tout seul. Donc pour les sciences sociales, un résultat 2 fois supérieur, c'est vraiment excellent. Donc ça, c'est le modèle TASC, le système de pont, le pont entre le système judiciaire et le traitement. Donc je vais revenir aux définitions. Je suis désolé pour ce slide, il y a vraiment beaucoup trop de mots. Donc ce que je vais faire, c'est me focaliser, me concentrer. C'est les 5 façons aux États-Unis, quand on regarde ce qui se passe au pays, ce qu'on peut faire en termes d'orientation pré-arrestation. Ce que je mets en gras, c'est les noms, ce qu'on appelle ces méthodes. Et les communautés, ils commencent avec une de ces méthodes, ils deviennent expérimentés, peu à peu, ils rajoutent des autres alternatives. Donc, Dr Gozlan a dit qu'on voit une épidémie opiacée
Et donc, on a la technique au milieu, Naxon Plus, c'est l'orientation pré-arrestation qui est focalisée sur les overdoses. Donc, j'ai pas tous les détails, mais il y a l'utilisation de naloxone, une orientation immédiate et ça, c'est ce que Doc Gosselin, vous en avez parlé, donc je voulais en parler précisément parce que vous en avez parlé. Donc ça, c'est les 5 voies qu'on utilise. On n'a rien trouvé qui nous dit qu'on ne pourrait pas s'en servir. Il y a aussi des effets secondaires. On trouve aussi des voies, donc les 5 voies, voies. La police dit, vous pouvez venir dans mon commissariat et si vous avez besoin si vous avez des seringues par exemple, vous n'allez pas vous faire arrêter. Ensuite, la police sait que à travers leur opération, ils savent qui est peut-être utilisateur de produits illicites et on leur dit s'ils ont besoin de traitement, on ne va pas les arrêter. Donc ils peuvent entrer au commissariat d'abord. Deuxième, on peut les contacter. La troisième, donc, malheureusement, il faut faire un overdose. C'est dommage d'y arriver là pour rentrer dans le traitement. Mais il y a des techniques en big data pour identifier les gens avant ça. Et les 2 dernières solutions, c'est les préventions par les policiers. Les policiers sur le terrain voient des comportements qui ne sont pas illégaux. Et plutôt de repartir, ils orientent les personnes concernées et ils vont le faire peut-être tout de suite ou peut-être les revenir ou les retrouver au commercial. Et le dernier, c'est simplement des policiers sur le terrain et plutôt que d'engager des poursuites, on a une orientation. Donc voilà les 5 voies pour faire l'orientation avant arrestation. Donc, ce slide, ça va peut-être pas vous parler, c'est les noms de certains des programmes aux États-Unis et le nombre de sites concernés. Donc, voilà, il y a 5 exemples des 5 voies. Il y a 18 000 commissariats et 800 000 policiers. Le nombre total ici devrait être 500. On a 500 commissariats et quelques sites de pompiers, de sapeurs-pompiers qui pourraient faire ça. Il y a une croissance importante, mais on est uniquement à 3% des commissariats concernés. Mais il y a une croissance extrêmement importante. Donc, voilà, c'est l'enseignement ici. Si vous venez aux États-Unis, on peut vous montrer ces sites. Vous pouvez vous rendre sur place et voici quelques exemples des sites concernés aux États-Unis. Donc, pourquoi on voit une croissance actuellement? Je suis désolé, je passe un peu trop dedans. Je voulais revenir sur les points de Dr Gosselin. Pourquoi une croissance maintenant? Donc, c'est les raisons dans le contexte américain. Je ne connais pas le contexte français. Christophe m'a préparé, donc je comprends un peu ce qui se passe en France actuellement, mais voilà la situation aux États-Unis qui explique la croissance actuelle de ce modèle. Donc c'est exact de dire que l'épidémie des opiacés, numéro 3, donc c'est le premier moteur actuel. Les autres éléments ne sont pas nouveaux. Mais l'épidémie des opiacés a créé tellement de morts. Actuellement, on a vu 69 000 morts par an, alors qu'il y a 33 000 morts par arme. Donc il y a plus de morts par overdose que des armes et des accidents de la route combinés. Et c'est encore en croissance. Donc je vais continuer. Je suis désolé, j'ai dépassé un peu. Donc encore une fois, une mauvaise slide, trop d'informations. Voilà ce que cette politique va nous aider à faire aux États-Unis.
normalement, je vous demanderais de me dire qu'est-ce qui est pertinent pour vous. Mais c'est pas une solution miracle, c'est pas le nouveau Samsung. Ce qu'on vous dit, ça fait partie d'une solution holistique qui, en utilisant la police, il y a 800 000 policiers aux États-Unis qui rencontrent 68 millions de personnes concernant des problèmes de toxicomanie. Dans les 69 millions, il y a des problèmes aussi de troubles de comportement, des troubles de santé mentale. Donc, nous pensons que cette solution va nous aider à résoudre ce paradoxe un peu. Et un autre élément très important, c'est de garder les familles en place. Souvent, les États-Unis, les pères sont partis, donc on se concentre sur les femmes dans cette politique pour leur donner les moyens dont ils ont besoin, parce que quand ils rencontrent quand les femmes sont arrêtées, les enfants sont tout seuls parce que les pères sont déjà partis. Donc les enfants restent avec les grands-parents. Donc je voulais citer cet exemple. Pour terminer, aux États-Unis, il y a un mouvement qui émerge à travers un organisme qui s'appelle le PTAC, le Police Treatment and Community Collaborative. Je l'appelle ça parce que 40 personnes ne trouvaient pas un accord sur l'abréviation. Donc après une journée de 8 heures, quelqu'un a dit donc on va simplement mettre ces lettres ensemble et on va... il y a 2 personnes qui ont trouvé ça. Donc je ne sais pas si c'est une bonne acronyme, mais c'est un mouvement collaboratif pour l'immersion de l'orientation pré-station aux États-Unis. Encore un dernier slide. Voici notre mission, notre but. Tout aux États-Unis, on doit toujours avoir une mission. C'est très important pour notre identité. Il faut agir, il faut pas trop parler, il faut pas trop réfléchir. Je ne devrais pas dire ça, mais on veut agir. On veut résoudre des problèmes. Donc voici notre mission, notre objectif. C'est un mouvement national. Voici quelques de nos partenaires fondateurs. Il y a 26 organismes nationaux qui ont reconnu depuis un an cette approche comme la solution pour aider les États-Unis pour résoudre les problèmes liés aux addictions. On n'utilise pas l'addiction, pas le mot addiction. Pour aider les gens qui seraient autrement en prison, sur la rue ou morts. Donc, c'est des moyens pour aider ces gens-là. Je vais en citer un. Voici le logo de l'Association internationale des chefs de police. Donc, aux États-Unis, on appelle tout international, même si ça ne l'est pas. Donc, il y a quelques bureaux dans d'autres pays, mais ils représentent les chefs de police aux États-Unis. C'est un grand partie prenant dans cela. Donc si eux ils sont pas impliqués, ça se produirait, on ne pourrait pas avancer. Donc c'est très important nous que eux ils adhèrent à ça, qu'ils voient l'intérêt de cette approche, cette méthode. Donc je sais que j'ai parlé trop longtemps, donc je m'excuse auprès de mes collègues, donc, mais c'est entièrement la faute de Christophe, et donc j'ai hâte d'entendre vos questions et les interventions de mes collègues. Merci. Merci Jack. On va enchaîner avec Mike Trace. Après, on va commencer à pouvoir rentrer dans les questions et les réponses. Mike, would you come here? Or do you want to stay there? Come here? Okay, please. Merci Christophe, merci Jack, et je suis désolé, je m'excuse, je suis le deuxième intervenant ici je suis encore plus loin de pouvoir vous faire une intervention en français.
Bonjour, donc tout le monde. Merci à ICAD et à Christophe pour cette invitation. Jack a fait une présentation sur les principes de l'orientation pré-arrestation. Il a évoqué beaucoup des choses que, de notre côté, de notre point de vue au Royaume-Uni, avec lesquels on lutte depuis longtemps. Je voulais donner un exemple de ces principes. Vous savez peut-être qu'au Royaume-Uni, on a une politique des drogues sur la réintégration du système judiciaire depuis au moins 20 ans. Et on a essayé de mettre en œuvre les principes dont Jacques a parlé, et on a une leçon très britannique de ça. Je ne sais pas de vous donner de faire des leçons, mais avec nos 20 ans d'expérience, on a appris beaucoup de choses sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, sur la réorientation pré-arrestation, et les diriger vers le système de santé. Notre système au Royaume-Uni, on a eu une politique de réorientation c'est pas juste pour éviter les poursuites. Il y a eu aussi un focus sur ce qui se passe au tribunal, devant le parquet. Donc la diversion au début, ça se faisait au niveau des tribunaux. Donc les gens étaient déjà intégrés au système judiciaire avant de penser au système de réorientation. Donc je vais parler du système judiciaire pour mes commentaires, mais un enseignement du Royaume-Uni, ça peut être pertinent au discours qu'on a entendu ce matin, c'est la question de l'orientation vers quoi. On a vu qu'on a eu beaucoup de succès quand on aide l'orientation pour sortir du système judiciaire, quand ça réussit, quand il y a un bon traitement qui existe, bien sûr. Donc on a eu beaucoup d'exemples de mauvais résultats de réorientation, mais c'est en général lié au fait que le traitement est mauvais. Et on a eu des très bons résultats où l'orientation est de qualité. Donc les présentations que vous avez entendues ce matin sur la qualité du traitement est très, très pertinent ici. Un peu de contexte. Tout d'abord la politique. Il y a 20 ans, j'étais responsable de la politique des drogues pour le gouvernement de Tony Blair. Donc je vous demande si je vous demande de souvenir de Tony Blair, c'est dire que c'était il y a très longtemps, et ça vous donne une idée de mon âge. Donc tout ça a vraiment explosé pendant la fin des années 90. La fin des années 90, pour notre gouvernement, la politique des drogues était une priorité. Ce n'est pas le cas actuel. Le gouvernement actuel est complètement désintéressé de la politique des drogues, mais à la fin des années 90, c'était une des premières priorités du gouvernement. Il a eu la chance d'avoir beaucoup de financement. Donc ça me paraît loin maintenant. Il y avait un gouvernement qui dépensait de l'argent et un gouvernement qui s'intéressait à la politique sociale, la justice sociale. Donc rien que ça nous donnait de nous concentrer sur le traitement, la stratégie au niveau du gouvernement au fin des années 90, et pendant des années après, la priorité c'était le traitement. Comme Ruth l'a dit pour Mildeka, ça c'est dans le contexte bien sûr où il y a de la répression, il y a de la prévention, il y a des mesures de santé publique, des mesures d'éducation, mais à la fin dans les années 90, c'était pour étendre et améliorer l'efficacité de nos systèmes de traitement. Et le but de ça, et c'est pour ça qu'on se concentre sur le système judiciaire, et une des raisons, des objectifs était de réduire la criminalité. À la fin des années 90, il y avait une corrélation importante entre les petits délits de vol, la fraude, petites violences et le marché de la drogue. Donc on a eu beaucoup d'inquiétudes au niveau de la communauté sur la drogue. Et ça, et on voyait bien qu'il y avait une corrélation
surtout le marché de l'héroïne et de la cocaïne pendant ces années. Donc voici le contexte dans lequel on a décidé de nous concentrer sur l'orientation. L'autre contexte était la recherche à l'époque, et ça me paraît très pertinent pour la France aujourd'hui, et en tout cas aux États-Unis. On a fait des recherches sur l'étendue de la consommation des drogues, et pendant les années 90, on voyait les données étaient assez fidèles. Il y avait à peu près 3 millions d'utilisateurs réguliers, pas d'utilisation quotidienne, mais dans les 30 derniers jours. Et dans les 90% des cas, il n'y avait pas de preuves d'autres criminalités. Il n'y avait pas de crime, il n'y avait pas de délit, il n'y avait pas de deal. C'était pas des dealers. Donc 90% des 3 millions de ces gens qui devaient passer par le système judiciaire posaient pas d'autres problèmes à la société, mais à part rien que pour les comptables, d'un point de vue comptable, on se rendait compte qu'on dépensait beaucoup d'argent, on remplissait les tribunaux et les prisons avec des personnes qui n'étaient pas prioritaires. Donc pour les 10% qui restaient, ces 300 000 personnes, il y avait bien un problème. Il y avait des délits, il y avait des problèmes sociaux et de l'addiction. Donc c'était ces personnes-là à qui on voulait proposer des traitements et de l'assistance. Donc le premier défi, c'était de différencier les 90% des 10%. Donc c'était plus facile à dire qu'à faire. Mais notre politique, c'était de nous concentrer sur les groupes qui faisaient le plus de dommages, entre guillemets. Et vous pouvez imaginer, il y avait une corrélation importante avec les populations qu'on trouvait dans les commissariats et dans les tribunaux. Pendant les années 90, on a essayé de rentrer en contact avec des personnes qui étaient à risque de VIH, qui étaient un peu marginaux. Et on avait des aidants sur le terrain qui essaient de parler aux populations marginales, et à travers les années, on a remarqué que c'était plus efficace de les retrouver dans les commissariats. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à s'engager sur cette voie de la réorientation? Vous l'avez vu sur les diapositives de Jack, vous avez vu cette espèce de procédure qui part de la police à gauche jusqu'à la cour, jusqu'aux prisons. Et l'idée est de mettre en place une orientation plus appropriée en permettant une espèce de sortie, un petit peu comme sur l'autoroute. Vous avez une sortie, vous avez la possibilité de ne pas continuer sur cette voie qui vous mène à la prison. On a fait notamment ce qu'on appelle des arrest referral. Donc c'était, je pense, le sommet a été atteint en 2002-2003, et on avait à ce moment-là un travailleur qui s'occupait de la réorientation dans toutes les unités de police dans le pays entier. La qualité de ces services n'a jamais été parfaite, mais toutes les stations de police dans notre pays avaient une personne qui n'appartenait pas à la police en tant que telle, qui était un travailleur social disponible au sein de la station pour vous aider, qui vous posait la question: êtes-vous ici à cause des drogues? Êtes-vous ici à cause de l'alcool? Si vous êtes ici à cause de cela, nous pouvons parler d'un accès à un traitement. Et tout cela n'avait rien à voir avec les décisions judiciaires qui seraient ensuite prises par après. Généralement, c'était préalablement à cela les policiers qui s'occupaient des arrestations qui avaient cette même conversation. Nous étions très très fiers de ce programme. C'est un programme qui est moins répandu aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 10 ans, mais nous avions tout de même un travailleur social présent dans chaque unité, chaque station de police. Nous avions également des personnes qui étaient rattachées au parquet, rattachées à la cour, et qui effectuaient le même genre de service au sein des cours. Si quelqu'un devait se rendre au tribunal, peut-être pour être relâché sous caution, peut-être pour une autre raison, parce qu'ils avaient une audition en raison d'une offense ou d'un délit commis, eh bien il y avait là aussi un travailleur social qui était présent pour leur donner des conseils et pour en apprendre plus sur les circonstances qui entouraient le délit commis. Donc,
Il y avait également les responsables qui avaient la possibilité de parler à des gens, parler aux patients de leurs besoins en termes de traitement. Et puis nous avions également les traitements imposés par la Cour. Une fois qu'une personne est condamnée après un délit, eh bien, il peut s'avérer que la punition soit de devoir être traité plutôt que d'aller en prison. Donc c'est ce que nous appelons un système complet. C'était un système qui était bien financé, avec beaucoup de ressources. Encore une fois, c'était il y a 20 ans, on avait encore de l'argent à l'époque. Et donc on a créé ce programme au niveau national. Comme je l'ai dit, nous avions des travailleurs sociaux dans toutes les stations de police, dans toutes les différentes cours du pays. Nous avions des dizaines de milliers de personnes qui traversaient le système judiciaire aux États-Unis et qui se sont vues offrir l'occasion d'être traitées. C'était vraiment un système au niveau national. Je crois que cette politique a été plutôt réussie. Maintenant, on a un petit peu de recul. Cela fait maintenant 10 ans et nous pensons que cette politique a été plutôt une réussite. Nous avons encore aujourd'hui au Royaume-Uni un taux de pénétration assez important de notre système de traitement. Et ça n'est pas seulement à cause de cette politique d'orientation au niveau judiciaire, mais c'est aussi parce que nous avons lourdement investi des fonds du gouvernement central pour l'amélioration du système de traitement. C'est un système à grande échelle qui était très bien financé. Le financement a été réduit récemment, mais il a été bien financé pendant une longue période. Et nous avons développé au fil des années un taux de pénétration très important. Je crois que nous avons environ 300 000 personnes qui sont vraiment le cœur de cible, on va dire, qui sont ces personnes addictes qui ont également des problèmes de troubles comportementaux qui sont un problème pour la société. Et environ 200 000 de ces personnes-là sont en contact avec des soignants. Donc il y a encore un delta d'à peu près 100 000 personnes, mais ce delta n'est pas aussi important qu'il l'était par le passé. Au sommet, je crois que nous avions réussi à atteindre à peu près 70% des personnes qui avaient des problèmes de drogue dans le pays. 70% donc de ces personnes étaient en contact avec un personnel soignant. Évidemment, il y a toujours la question de la qualité des soins, une qualité qui varie énormément. Donc le fait qu'un individu soit en contact avec un personnel soignant ne veut pas forcément dire que cet individu a accès à des soins de grande qualité. Nous avons effectué un certain nombre de recherches au fil des années sur ces politiques d'orientation. Nous savons que cela a eu un impact majeur sur la réduction de la criminalité au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les tendances de la criminalité d'une manière générale ne sont pas forcément très différentes des autres pays d'Europe occidentale. Nous avons eu une tendance générale à la réduction au cours des 15 dernières années, mais les recherches au Royaume-Uni montrent que l'une des raisons pour la réduction de la criminalité est qu'une grande quantité de gens qui étaient précédemment des personnes qui commettaient beaucoup de délits avant d'avoir accès aux soins n'en commettent plus des délits aujourd'hui, maintenant qu'ils ont accès aux soins. Donc on voit aussi l'impact humain que le traitement peut avoir, en plus de l'impact général sur la société, à savoir une réduction de la criminalité d'une manière générale. Comme la France, il me semble, nous avons réussi à maintenir pendant l'ensemble de cette période un fort taux d'engagement, la possibilité d'apporter des soins aux addicts, aux utilisateurs de drogue. Et nous avons réussi à relever les différents défis, notamment en ce qui concerne le VIH et les drogues injectables au Royaume-Uni. Nous avons réussi à lutter contre l'épidémie de VIH et nous avons un certain nombre de personnes qui ont des problèmes de drogue et qui reçoivent malgré tout un accès aux soins, qui ont la possibilité de prendre de la prévention, des traitements préventifs du sida et de l'hépatite C. Donc avec ce système étendu, avec un fort taux d'engagement, nous avons malgré tout un problème massif d'overdose au Royaume-Uni. Les chiffres ne sont pas aussi terrifiants que les chiffres américains ou des États-Unis, mais nous sommes le pays d'Europe où le taux de surdose, de mort par surdose, est le plus important, avec donc des réactions d'empoisonnement, ce qu'on appelle des overdoses communément. Au Royaume-Uni, les chiffres ne baissent pas, au contraire, ils recommencent à augmenter. Nous ne sommes pas très sûrs, nous avons fait énormément de travail par le passé pour essayer d'atteindre la population cible, pour leur permettre d'avoir les meilleures ressources possibles en termes de guérison ou de traitement, et malgré tout, ce problème de surdose n'a pas été résolu. Si quelqu'un a une question à ce sujet, ou plutôt une réponse, ça serait encore mieux, je suis évidemment tout oui.
Voilà donc ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. Encore une fois, le problème n'a pas été résolu, loin de là. Ça n'a pas fondamentalement changé la nature du problème de drogue au Royaume-Uni, mais malgré tout, nous avons réussi à apprendre un certain nombre de leçons, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre. Il ne suffit pas de se reposer sur nos lauriers, de dire ah ben on a envoyé quelqu'un dans toutes les stations de police du pays, ça ne suffit pas. Il faut aussi se penser sur la qualité des soins, sur la qualité des traitements, et on réoriente, c'est bien, mais vers où spécifiquement? Fournir de bons traitements, c'est important pour obtenir de bons résultats. On sait que dans les endroits où les soins sont de moins bonne qualité, les résultats sont évidemment moins bons également. Nous avons construit une excellente architecture au Royaume-Uni, un bon système, un système solide au niveau national, mais aujourd'hui la tension politique a diminué. Nous avons de moins en moins de financement. Je ne sais pas si vous êtes dans la même situation en France, mais en tout cas au Royaume-Uni, on a eu une baisse radicale des investissements dans les questions sociales d'une manière générale, et notamment en ce qui concerne l'addiction au cours des 5 dernières années. Et le système s'effondre au moment même où je vous parle. C'est un système, et même le système d'orientation ne fonctionne plus très bien, est en train de péricliter. Je ne suis encore une fois pas en train de vous dire le Royaume-Uni a la solution, c'est la panacée, faites comme nous. Je vous dis simplement que, je voulais simplement vous parler de notre expérience. C'est vraiment important de faire en sorte que les personnes ayant des problèmes d'addiction puissent avoir accès à un soin comportemental. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Jacques. Avant de vous donner la parole, j'aimerais juste quand même lancer 2-3 idées et questions assez simplement. Docteur Gosselin, vous avez parlé de l'aide psychosociale et de l'approche psychosociale qu'on peut appeler psychothérapeutique, peu importe, aussi d'aide sociale. Et j'entends des modèles qui fonctionnent aux États-Unis en émergence, en Angleterre qui ont marché à un moment. Est-ce qu'on a les moyens, je pense que c'est une question pour professeur Reynaud ou pour Jean-Pierre Coutron, pour commencer, est-ce qu'on a les moyens de suivre sur une politique d'orientation vers les soins, vers le traitement, vers l'aide psychosociale dans l'état actuel en France? C'est-à-dire, est-ce que si on imagine un système qui fait une véritable réorientation et une dépénalisation, est-ce qu'on arrive à encaisser les volumes auxquels ça pourrait correspondre? Parce qu'on se doit à ce moment-là, en tant que système social, de répondre. On a une obligation de moyens et de résultats. Michel ou Jean-Pierre? Si on faisait l'hypothèse de la dépénalisation et de la régulation du cannabis, on peut imaginer que le nombre de consommateurs resterait à peu près identique, ce que semble voir aux États-Unis, surtout si le système est régulé et pas laissé au libre marché. Et à ce moment-là, avec l'argent économisé sur la police et la justice, on peut imaginer qu'on répondrait correctement pour cette population-là. Il n'y a pas que cette population. Là, dans les présentations qui ont été faites, on n'a entendu parler que des drogues illicites et pas de l'alcool. Or, l'alcool est responsable d'au moins autant de crimes et délits que le sont les drogues, qui sont par elles-mêmes un crime, mais pas sans forcément qu'il y ait de troubles graves du comportement. Donc, on n'a pas les moyens de répondre correctement à la violence et aux problèmes liés à l'alcool. Et la question de la prise en charge des patients ayant d'autres consommations, notamment d'héroïne ou de cocaïne, je passerai volontiers la parole à Jean-Pierre, mais c'est encore très insuffisant. Enfin, c'est encore insuffisant. On a chez nous aussi mis en place, mais tardivement, des traitements de substitution, méthadone et chez nous énormément la buprenorphine, avec des résultats qui sont quand même globalement bons sur le comportement et la vie des patients consommateurs d'opiacés. Et on attend la vague d'opiacés venue de l'Ouest, le tsunami de l'Ouest arrivera-t-il? On a l'impression que ça augmente un peu chez nous aussi, mais je ne sais pas si ça prendra ces proportions, d'autant que les règles de prescription ne sont pas les mêmes. Donc on est dans l'expectative. Merci Michel. Jean-Pierre, sur le plan de la formation et de l'augmentation du potentiel d'aide psychothérapeutique.
Oui, alors moi, je vais compléter ce que dit Michel, peut-être en disant qu'il y a toujours quelque chose, pour moi, qu'on n'a pas résolu, et qui était dans la fin de l'intervention de Mike Trice, c'est pas simplement que quelqu'un qui est considéré comme un addict, quel que soit le produit, rencontre quelqu'un qui est considéré comme étant un soignant, mais cette rencontre serve à quelque chose. Et le problème étant qu'il y a plusieurs façons d'être addict, et du coup, il y a plusieurs façons d'être soignant. Et je crois que la grosse difficulté que l'on a, c'est de mettre des bûchettes en face des bûchettes, sans se préoccuper s'il y a du courant qui passe. Et du coup, une partie de nos politiques échoue sur le fait qu'on a mis une bûchette en face d'une bûchette, mais que ça n'a pas fait rencontre. Voilà. Et une partie du travail qu'on a essayé de faire ces X dernières années avec une partie des acteurs qui sont là, ça a été de reprendre des pratiques professionnelles, de voir en quoi elles étaient adaptées, en quoi elles n'étaient pas adaptées, et en quoi petit à petit on pouvait faire en sorte qu'elles continuent de se déployer. Et pour finir, en revenant du côté de ce que disait Michel, on a essayé de le faire, bien sûr, à travers l'interpellation et la porte d'entrée qui est celle de la loi, quels que soient ses défauts, ses défaillances, elle joue un rôle de porte d'entrée. L'interpellation joue un rôle de porte d'entrée, mais on sait aussi tous les biais de l'interpellation. En France, on ne peut pas réfléchir à l'interpellation policière sans réfléchir à ce que c'est devenu que la police dans un certain nombre de situations, dans les quartiers, ce que sont devenus un certain nombre de quartiers, le contexte de crise économique dans lequel cela se passe. Et par exemple, pour avoir travaillé dans un département riche de l'Ouest parisien, on savait que les interpellations pour usage de cannabis, étaient faites toujours dans les mêmes villes, et que les interpellations pour trafic étaient faites toujours dans les mêmes villes, et que ce n'étaient pas les mêmes, et que du coup, la rencontre qui se faisait dans les deux cas n'était pas la même. Donc il y a ce point-là, du côté de la police, qui nous demande à réfléchir à ces outils-là. Du côté des soignants, il y a cette course permanente à ce qu'on appelle le premier recours, le premier niveau, voilà, hein, c'est-à-dire qu'on rêverait tous que n'importe quel médecin généraliste, que n'importe quel pharmacien, que n'importe quel, même dentiste, en ce moment on se préoccupe de mobiliser des dentistes, soit passionné par la question des dictos, et quand vous discutez avec eux, un certain nombre vous disent gentiment, mais si j'ai fait médecine générale, c'est pas pour faire un dicto. Si j'ai fait dentiste, c'est pas pour faire un dicto. Si j'ai fait, voilà. Et donc du coup, on tourne autour de cette contradiction qui est comment les intéresser à quelque chose qui n'a pas vocation à les intéresser, tout en faisant que voilà, ça fonctionne. Et puis le troisième point, et un certain nombre d'entre nous s'y coltinent, c'est que, alors j'entendais les patients experts, j'entendais tout le travail de l'Aller Vert. Moi, je suis d'une génération où j'ai appris l'Aller Vert en démontant mon savoir-faire de clinicien pour répondre à ce qu'a été la réduction des risques. Puis il y a une troisième chose qui est que par ailleurs, pour un certain nombre de ces personnes qui sont dans des situations d'addiction, le problème, c'est pas la rencontre, le problème, c'est la qualité de l'accompagnement qu'on va leur proposer. Parce que eux, ils ont presque été trop souvent rencontrés et il y a eu trop de rencontres qui n'ont servi à rien. Hein. Et voilà, je suis de ceux qui ont été interpellés par un certain nombre de collègues qui arrivaient d'autres pays avec d'autres outils en disant « mais est-ce que cet outil-là, vous l'avez ?» Et donc, je dirais qu'il y a un troisième niveau qui est de continuer à diversifier les réponses de soins avec quelque chose qui est quasi impossible en France, qui est d'accepter que l'un le fasse et pas forcément l'autre. Parce que sinon, c'est pas finançable, si tout le monde veut faire la même chose. Donc il faut accepter de dire, cet acteur fera plutôt du lit, celui-ci fera plutôt de l'ambulatoire, celui-ci fera plutôt du aller vers, mais comme celui qui fait du lit veut faire aussi de l'ambulatoire, comme celui qui fait de l'ambulatoire a peur qu'il ne fasse pas du lit, il soit pas reconnu, et comme celui va, du coup on a des ministères qui nous disent mais pourquoi vous venez tous nous demander la même chose ? Et du coup, on ne fait pas tous les choses qu'il faudrait qu'on fasse. Cette fameuse diversité de l'offre, on n'arrive pas à la mettre. Voilà, donc pour moi, pour terminer, je crois qu'on a des outils, c'est pas complètement mauvais, mais c'est catastrophique sur le résultat parce que les portes d'entrée sont pas bonnes, la diversité
n'est pas suffisante, et l'agencement, la rencontre entre les deux n'a pas été pensé, ne fonctionne pas. Merci Jean-Pierre. Il y a un mot qui a été peu prononcé dans votre intervention, Ruth Gosselin, c'est le mot formation. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Ce ne rentre pas du tout dans la vocation de la Mildeca, parce que ce que j'entends, c'est qu'on a besoin d'avoir des gens plus performants sur certains points, comme disait Jean-Pierre et Michel également. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Non, il n'y a pas de raison. C'est simplement que je ne sais pas ce que j'ai choisi de mettre en avant aujourd'hui, mais la formation est très très présente. Elle l'était déjà dans le plan gouvernemental précédent. On a énormément travaillé sur la formation initiale des professionnels de santé et l'introduction, effectivement, où donner encore plus de place, parce qu'il y en avait bien sûr, à la question des conduites addictives et des addictions, sur la formation continue également. Ce dont on se rend compte, nous, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté aussi, la question, c'est pas simplement de former, bien sûr, il faut former, et je pense qu'en France, on fait des efforts pour que la formation progresse, et que c'est d'une part qu'on ne forme pas que les professionnels de santé, c'est comme on élargit effectivement la formation à d'autres professionnels, et c'est d'autre part comment, alors qu'on a, et je rejoins ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure, comment alors qu'on a des guides de bonne pratique professionnelle dans tous les domaines, comment et pourquoi en addictologie on n'arrive pas à faire en sorte que ces guides soient appropriés par les professionnels. Et je pense que c'est là-dessus qu'on veut effectivement faire de très gros efforts. Bien sûr, on va continuer à défendre la place de l'addictologie dans la formation initiale. Bien sûr, on va soutenir la formation continue des médecins généralistes, des psychologues, des dentistes, des sages-femmes. Enfin, je veux dire, le nombre est très très important. Des professionnels spécialisés pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles addictions, à la question des écrans, enfin, mais surtout les efforts que nous voulons faire, c'est sur l'appropriation des bonnes pratiques professionnelles. La Haute Autorité de Santé en publie, l'ANESM en a publié, mais comment fait-on pour qu'elle s'approprie? Il y a le guide, effectivement, Pacte, par exemple, pour les consultations jeunes consommateurs, et c'est là-dessus que nous voulons faire des efforts. Merci. Michel, tu voulais rajouter quelque chose? Comme on dit aux États-Unis, j'ai fait un rêve. Et un jour, on pourrait imaginer que tous les professionnels de santé considèrent qu'il est dans leur mission de base de s'occuper des problèmes d'addiction, quels qu'elles soient, à leur niveau, en sachant quand ce n'est pas à leur niveau, comment orienter, et considérant qu'il est de leur devoir que l'orientation réussisse. Et donc ça voudrait dire que l'abord de l'addiction soit considéré exactement comme les autres pathologies. Alors on a essayé de développer, chacun y a mis du sien, nos pouvoirs publics. Je trouve toujours que ça ne va pas assez vite, et d'ailleurs j'ai raison parce que je ne verrai pas la fin, et je le regrette un peu, mais ça a augmenté les formations. Elles restent encore insuffisantes, en particulier dans le monde médical, et les médecins généralistes, urgentistes du travail ne sont pas compétents et surtout ne considèrent pas que c'est de leur mission. C'est-à-dire quelques-uns le font et quelques-uns le font très bien, mais globalement, c'est pire encore que la psychiatrie. La psychiatrie, on a réussi à leur faire rentrer dans la tête, pas très facilement, mais enfin, ils peuvent difficilement dire je ne fais pas, au minimum ils orientent. Pour l'addiction, de là où on partait, de fléaux sociaux qui étaient hors du système sanitaire, on a des praticiens qui ne se sentent pas vraiment concernés. Alors il y en a une partie qui l'est, mais globalement le tissu de base ne répond pas bien. Ça n'enlève rien à ce que disaient Jean-Pierre et Ruth de l'intégration des bonnes pratiques. Et c'est vrai que l'addicto, c'est pas de la diabéto ou de l'orthopédie. C'est pas très cadré. Et il y a une dimension interpersonnelle et de particularité qui ne se règle pas que par des protocoles aussi bien faits soient-ils. Mais quand même, je pense qu'on a encore énormément à faire
pour faire considérer à nos collègues que c'est une part de la médecine. Alors c'est difficile parce que c'est des patients parfois compliqués, parfois violents, qui ont des liens avec la justice, qui ont commencé quelque chose de volontaire qui devient à un moment, mais on ne sait pas quand et comment, franchement involontaire. Donc c'est compliqué. Mais enfin, il n'y a pas de raison. Nous, on y est arrivés. Je ne vois pas pourquoi les autres n'y arriveraient pas aussi. Merci Michel. Mark Trace, tu voulais dire quelque chose? Mike, sorry. Oui, merci. Je pensais à ce que Jean-Pierre disait sur la prise de contact. La prise de contact devient un fétiche, mais l'important c'est ce qui se passe ensuite pour affecter la vie de la personne. Ça, c'était un enseignement très important de notre expérience. On a été très bon dans la prise de contact, l'orientation, mais ça n'amenait rien. Et le vécu de la personne à ce moment-là, pour la première fois, a fait confiance à l'autorité, a avoué son besoin d'aide et a appris que ça menait nulle part. Donc ça, c'était le pire des résultats. Donc c'est très important de se souvenir de ça. Donc il faut pas le prise de contact, c'est pas la finalité. Quel contact? Ce qui est très important, même quand on a un grand budget. Donc on aimerait bien une bonne prise de contact, l'entrée dans un bon programme d'abstinence, de maintenance. Donc on est tous d'accord que ça c'est important. Bien sûr, dans un monde parfait. La réalité, c'est que les gens n'ont pas forcément accès à ça le lendemain de leur arrivée au commissariat. C'est quelque chose, par contre, qui est très, très encourageant et je voudrais savoir si ça se passe en France. Une tendance encourageante au Royaume-Uni, c'est le développement de ce qu'on appelle les communautés de rétablissement, des réseaux de rétablissement. Donc, c'est un rassemblement de réseaux avec une expérience, avec du vécu. C'est pas institutionnel, on paye pas pour ces services, c'est simplement des réseaux. On peut mettre les individus en contact avec ces réseaux pour qu'ils voient des modèles positifs. Donc ça nous paraît comme étant un complément très positif à notre système. Même s'il n'y a pas de place dans une structure, il y a quand même un contact avec des structures positives. Mais j'aimerais entendre le point de vue de l'EDVO. Julie, Vincent Fiat est juste ici, tu ne peux pas le deviner, mais encore une fois, ça m'intéresse parce que l'EDVO ici est l'association de terrain, d'expérience. Jean-Paul Bruno est un ancien policier, tu travailles avec lui, il n'est pas là aujourd'hui, et moi j'aimerais entendre le son du Val d'Oise, le son j'allais dire de la terre, mais c'est plutôt de la brique. Mais comment tu ressens tout ce qu'on est en train de dire? Moi, je le ressens d'une façon... je suis un petit peu sceptique sur les possibilités qu'il y a ici en France et je vois ce qu'on peut faire surtout ou ce qui a été fait aux États-Unis ou en Angleterre. Et je me dis, j'étais en train de penser, je me dis pourquoi nous, en France, on a si peu de communautés thérapeutiques sur un modèle et que ça existe dans des formes extrêmement importantes, que ça soit au Canada, aux États-Unis, au Portugal ou en Angleterre. Qu'est-ce qui bloque ici ? Donc je me dis que c'est dommage parce que c'est un système qui pour certaines personnes fonctionne. On le voit, que ce soit, on l'a entendu ce matin, pour la communauté thérapeutique à Aubervilliers, que ce soit pour notre structure qui fonctionne encore sur une autre manière mais sur le même modèle, EDVO dans la région parisienne. Et je crois que, je sais pas, je suis pas très bon sur les chiffres, mais je crois qu'on est 4 ou 5 en tout en France, quelque chose comme ça. Donc je me dis qu'il y a une perte. C'est un modèle qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais c'est un modèle qui peut fonctionner pour certaines personnes. On le voit effectivement, le DVO, ça existe depuis 87, donc ça fait 30 ans, il y a beaucoup de gens qui y sont passés. Ça fonctionne pas trop mal. Si ça dure depuis 30 ans, ça fonctionne pas trop mal. Donc j'ai un peu cette question en me disant qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ici, il n'y a pas cette possibilité ? Pourquoi ici, on n'a pas cette chance d'avoir un développement sur des communautés qui, suivant un modèle relié à des groupes de parole et des groupes d'entraide, donnent des résultats dans d'autres pays étrangers. Voilà. C'est un petit peu la réflexion que je me faisais. Je remercie Vincent, c'est la question que je me pose également. Qui répondrait à ça ? Oui. Bon, d'abord, il y a des communautés thérapeutiques en France. Elles ne sont pas 4 ou 5, elles sont 11. En nombre de places avec hébergement, elles représentent autant de places
que les centres thérapeutiques résidentiels historiques français, c'est-à-dire à peu près 350 places. Je crois que, c'est une réalité, je crois que la question n'est pas de savoir, je comprends que vous défendiez ce que vous pensez être la bonne approche. Je crois qu'en termes de politique publique, ce qui est important pour nous, c'est que l'addiction n'est pas un long fleuve tranquille, et que ce qui est important, c'est de rencontrer l'approche thérapeutique qui convient à la personne au moment où elle en a besoin. Donc, il faut qu'elle puisse avoir à disposition une palette de modalités de prise en charge qui part de... Il y a aussi la sortie des addictions seules, mais qui part, en tout cas pour les domaines portés par les pouvoirs publics, qui part de la réduction des risques jusqu'à, effectivement, la question de l'abstinence, éventuellement des communautés thérapeutiques. Et aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire justement en France, c'est à ne plus opposer des modalités de prise en charge. Et ce que nous voulons, c'est effectivement que chaque professionnel comprenne que ce que nous voulons développer, c'est d'abord une palette et c'est aussi des approches intégratives. C'est-à-dire que quand on est clinicien, on soit capable d'envoyer quelqu'un vers Narcotiques Anonymes quand il en a besoin, au moment où il en a besoin, qu'on soit capable d'envoyer vers un psychanalyste si on pense que ça y est, c'est le moment, il en a besoin, il le réclame, mais c'est pertinent, alors que ça ne l'était pas quelques années auparavant, d'envoyer vers une structure résidentielle quand on a besoin d'une structure résidentielle, de moyens séjours, nous en avons, de longs séjours avec les communautés thérapeutiques. Je crois qu'effectivement, ce qui est important, c'est ça, en tout cas en termes de politique publique. Et c'est ce que nous avons essayé de développer avec effectivement un élargissement de la palette. Voilà. Et la communauté thérapeutique existe en France. Ça n'a pas été simple, effectivement. Il y avait une opposition par rapport à cette approche. Je pense qu'on en est sorti, mais que, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, chacun défend sa chapelle. Et nous, d'un point de vue de politique publique, on n'est pas là pour défendre une chapelle, on est là pour défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général, il passe par la présence de différentes possibilités pour chacun. Moi, je compléterai juste, ça peut être intéressant de dialoguer là-dessus, hein, en essayant de répondre à d'autres parties de la question. Moi, je suis de ceux, quand je suis arrivé dans le secteur, pour moi, la communauté thérapeutique, ça avait très mauvaise réputation. Voilà, le jeune professionnel que j'étais, sortant d'une fac de psycho, je ne suis pas médecin, je suis très attentif à dire que il faut qu'il y ait des approches médicales, il faut qu'il y ait des approches thérapeutiques, il faut qu'il y ait des approches sociales. Et là aussi, moi, je revendique ce qu'on appelle la transdisciplinarité, ce qui n'est pas la même chose que la pluridisciplinarité, ainsi de suite. Voilà. Enfin, il faudrait prendre le temps de développer chaque mot. Mais c'est vrai que je suis arrivé avec, j'en parlais en aparté, avec un savoir-faire de clinicien et une très mauvaise image des communautés thérapeutiques, représentée par une histoire ratée, qui était celle du patriarche, qui a plombé un certain nombre de choses. Donc il a d'abord fallu le temps, pour des gens qui n'étaient pas tous des escrocs, hein, mais il a fallu le temps de se dégager de cette image. Et il y a aussi des rencontres. Il a fallu rencontrer des personnes qui nous donnent envie de penser autrement la communauté thérapeutique. Voilà. Donc il y a eu, mine de rien, ça prend du temps. Voilà. Après, il faut le présenter. Moi, je suis encore quelques temps président de la fédération, donc je suis obligé à une certaine prudence, mais après on pourra se lâcher un peu plus librement. Je ne vais pas faire des trucs à la con, mais voilà. Mais quand vous dites communauté thérapeutique, on vous dit, il y a des endroits où on vous dit, il y a des études qui montrent que ça ne sert à rien. Est-ce que tu as des preuves que c'est efficace ou pas? Quels sont les travaux scientifiques? Donc ces questions-là, soit on considère que c'est uniquement fait pour gêner, soit on considère que non. Il faut pouvoir y répondre. Donc il y a une deuxième étape. Michel, tu as participé à la commission, à la défunte commission nationale addiction, où on a donné des avis positifs. Mais ça a pris du temps. Il a fallu qu'il y ait des allers-retours pour que la commission nationale addiction donne un avis positif sur « allez-y, ouvrez des communautés thérapeutiques ». Et ensuite, il a fallu les mettre en œuvre et voilà, elles sont peut-être pas suffisantes, mais maintenant, elles se heurtent, comme beaucoup des dispositifs, à une autre chose, qui est que le soin résidentiel, ça a mauvaise presse, parce que c'est cher, peut-être, disent les mauvaises langues, mais partout. Il faudrait que l'hôpital fasse de l'ambulatoire, il faut qu'à l'accouchement, on sorte le lendemain, il faut qu'en chirurgie, on sorte très vite. Le soin résidentiel, qui coûte cher,
à mauvaise presse. Et d'ailleurs, les communautés, on les chipote un peu en France en disant il y a un peu trop de professionnels et pas assez de bénévoles et pas assez de... Voilà. Non mais je réponds jusqu'au bout de ce que j'entends moi aussi quand je suis dans une ARS et qu'elle dit une communauté thérapeutique, c'est tant et ça prend tant de personnes. Donc voilà, il y a une espèce il y a pour moi un temps qui était une opposition un peu autour de la définition de la pratique professionnelle et de l'utilité. Ce temps a été dépassé et maintenant il y a une autre difficulté, on n'a pas de chance, au moment où ça pourrait un peu, qui est que globalement, le soin résidentiel a mauvaise presse, et je suis persuadé que c'est une erreur grave. Moi j'ai écrit un certain nombre de textes là-dessus pour essayer de le faire entendre, que c'est une fausse économie, parce qu'effectivement ça manque à des personnes qui du coup passent et repassent par des dispositifs qui ne rendent pas le service qu'elles ont, et que la solution idéale, il faut y travailler, comme toute solution idéale, elle ne se crée pas du jour au lendemain, c'est d'améliorer surtout l'orientation, le moment où la personne peut y aller, le moment où c'est pas utile qu'elle y aille, parce que il n'y a pas des choses, voilà, et le moment où elle peut y aller, et c'est là que les rencontres comme on fait aujourd'hui ou d'autres rencontres, petit à petit, au moins sur cette partie-là, en attendant de trouver un trésor au fond des caisses de l'État, au moins en attendant, sur cette partie-là, on peut progresser. Merci Jean-Pierre. Avant de donner la parole, Michel, je voulais juste... Vous voulez encore poser la question ou ça a été répondu? Non, c'est pas vraiment une question, c'est pour faire part à nos amis anglo-saxons d'une petite expérience que j'ai pu avoir dans le préjudiciaire. Est-ce qu'on peut la garder pour un tout petit peu plus tard? Parce que je voudrais qu'on reste sur ce thème qui est important, mais je reviens vers vous, je vous promets. Parce qu'il y a un thème très important, l'applicabilité des soins, le résidentiel, pas le résidentiel. On s'aperçoit aux États-Unis et en Angleterre qu'on a surrésidentialisé. On est en train de revenir en arrière avec des concepts de case management. On commence à trouver des réponses extrêmement sur mesure, et pas seulement dans le secteur privé, pour essayer de trouver des solutions optimales, comme une espèce de menu à la carte. Et je suis en train de parler d'un système américain. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que les rehab aux États-Unis en volume? C'est 35 milliards de dollars, le chiffre d'affaires des centres de traitement américains pour les addictions. 35 milliards de dollars, dans lesquels il y a des patriarches. Il y a des sacrés patriarches. Ok, for our friends, ici, pour nos amis ici anglo-saxons, le patriarche était un sacré escroc. Et donc, on est en train de regarder des deux côtés, des deux modèles et des deux approches. Le radicalisme ne paye pas. Et il est très cher dans certains cas, soit en termes de cercueil, soit en termes de soins inappropriés. Je reviens vers toi, Michel. L'avantage de l'expérience, c'est qu'on a vu passer un certain nombre de choses pour lesquelles un certain nombre de gens s'enthousiasmaient. On a connu dans le domaine des addictions les traitements de substitution pour lesquels un certain nombre d'entre nous se sont écharpés pendant 10 ans pour finalement qu'elles soient maintenant globalement acceptées. On a en ce moment une polémique sur le baclofène, on a eu des polémiques sur la durée d'hospitalisation. Et alors Jean-Pierre reprenait l'histoire du patriarche. Il faut dire aussi que les mouvements d'entraide de type AA-NA étaient assez loin du modèle médical, donc tout ceci s'ignorait joyeusement et se débrouillait dans son coin, sans que les échanges et les paroles soient très faciles, avec pas forcément une image très positive les uns des autres, sûrement justifié plus ou moins dans les deux cas. Il a donc fallu un certain temps pour qu'on accepte d'abord qu'il n'y a pas une solution unique et efficace, et pour ça que je disais c'est plus compliqué qu'un protocole chirurgical ou diabétologique, et on ne sait pas très bien à quel patient correspondra le meilleur type de prise en charge. Ce qui est sûr, c'est que dans la majorité des cas, il faut un soutien affectif, émotionnel, assez long, que celui-ci se fasse en résidentiel ou en ambulatoire serré. Encore faut-il que le patient puisse supporter d'être en ambulatoire, et pour un certain nombre d'entre eux, que ce soit des centres résidentiels ou ce qu'on appelait les centres de post-cure, qui eux-mêmes ont beaucoup changé. Les centres de post-cure d'il y a une vingtaine d'années, où il fallait envoyer loin de chez soi parce que c'était comme ça qu'on pourrait s'en sortir, et puis on venait, il n'y avait rien derrière, et un nombre non négligeable rechutait.
ça rend les choses difficiles. Quant au case management, parce qu'on a trop médicalisé, j'ai aussi vécu pendant cette période la transformation de la psychiatrie qui a fermé ses lits, mais qui n'a pas construit suffisamment autour, ce qui fait que maintenant, un grand nombre des patients sont chez nous comme aux États-Unis, en prison ou dans les rues. Donc là, il ne faudrait pas que l'idée de construire un case management sans perdre de temps coûteux en hospitalisation ou en soins résidentiels amène à laisser les gens très démunis. On revient à un problème de compétence, Michel, à chaque fois. Hein. Un problème de compétence et de prise de décision. Dans un domaine extrêmement délicat, parce qu'on ne sait pas très bien de quoi on parle. Malheureusement, le modèle de la maladie cérébrale et chronique est intéressant, mais il est encore extrêmement flou et vaste. Hein. Et léger, et ne répond pas à toute la complexité de la situation, ni sociale, ni psychopathologique, ni dans la capacité de tenir une relation. Alors, bon. C'est quand même la pathologie la plus complexe qu'on ait jamais vue. Hein. Si c'est une pathologie. À moins que ce soit un rameau évolutionnaire de la race humaine. On semble consensuel sur le fait que c'est une pathologie à la fin, mais après... Mais oui, mais quand Rani, et après je reviens vers vous. Oui, pardon. Merci. Merci pour vos interventions. Moi, je me dis que ce qu'il manque aussi, il me semble, en France, c'est du lien entre les structures et les différents séjours qui sont faits, et que les gens, effectivement, passent de manière répétée dans différents endroits, hôpitaux, cures, XAPA, résidentiels, puis ils ressortent, et je trouve qu'il manque peut-être un échelon qui serait pas du résidentiel, mais qui serait quand même des accueils en centre de jour de manière plus consistante, où les gens pourraient séjourner en journée, où on pourrait faire le lien entre les différents intervenants, où il pourrait y avoir des points qui sont faits sur les traitements médicaux qui parfois peuvent être ajoutés, diminués, etc. Finalement, les gens ne savent plus forcément quel type de traitement ils ont. Et je pense qu'il y a vraiment un échelon ambulatoire, mais un peu différent de ceux qui existent actuellement, qui pourrait vraiment être intéressant pour que les gens puissent continuer éventuellement un travail. Et même s'ils sortent de structures de centres résidentiels et qu'ils ont besoin de continuer à être accompagnés, mais que ce ne soit pas uniquement en individuel, chez leur psy ou au XAPA sur un rendez-vous hebdomadaire ou 2 rendez-vous hebdomadaires, mais une autre forme d'accompagnement en fait. Voilà. Merci Rani. Il y a un certain nombre de structures qui vont dans ce sens-là, dans la conurbation de Londres actuellement, pour des raisons que tu décris. Je vais vous donner la parole pour que, Julie, si tu veux bien, j'ai témoigné, parce qu'on va revenir un tout petit peu sur les aspects de criminalité. Donc, je vous laisse témoigner. Oui, donc pour encourager nos amis anglo-saxons, je suis psychologue clinicienne et il se trouve que je suis sur une liste d'un tribunal comme quoi je peux recevoir des gens. En France, comment ça se passe ? Je reçois l'appel de quelqu'un qui me dit je dois rencontrer un addictologue ou quelqu'un qui est spécialisé. La personne vient avant un passage au tribunal et toujours avec une date limite, à savoir qu'il doit lui rester 15 jours pour faire remplir sa feuille. Sur la feuille, il est écrit « Je sous-signais Madame Machin, déclare avoir reçu Monsieur X ». Je mets mon tampon et la personne s'en va. Et si même si à cette personne, au moins le premier entretien, je refuse toujours de signer la feuille la première fois, je lui dis « Il n'est pas question que je vous signe la feuille si on ne se voit pas une deuxième fois ». Une fois que la feuille est signée, il ne se passe plus rien. À savoir qu'il n'y a pas de lien, c'est pour en revenir à ce que vous disiez, il n'y a aucun lien, je suis parachutée, donc au bout d'un moment je refuse de le faire parce que c'est assez désespérant comme situation. C'est-à-dire que les gens du tribunal ne m'ont jamais rencontré, par exemple, ils n'ont jamais demandé à me voir. Je ne peux les envoyer, même si je dis à ces patients qui n'ont pas forcément d'argent, même si d'un point de vue déontologique je réduis mes coûts, parce que je me sens investie dans cette histoire-là, ou si je dis les alcooliques ou les narcotiques anonymes existent, c'est sans suite. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'épée de Damoclès qui est cette date à donner au tribunal. Et puis voilà. Et puis disparition dans la nature. Et ça, je trouve ça assez catastrophique, justement, en termes de lien. La deuxième chose, c'est sur les lieux d'accueil. Alors, voilà, je vais dire les 3 choses sur la journée qui m'ont absolument passionnée. C'est la question qui a été évoquée de la question directe. Hein, demander à quelqu'un directement, est-ce que vous consommez ? Alors,
moi j'ai l'impression, juste c'est ma sensation et je voudrais la partager, et savoir si elle est partagée, c'est comme si c'était une question taboue. Comme si le médecin qui allait poser cette question, il allait lui-même culpabiliser sur le fait que le samedi soir, il boit quelques verres avec ses copains. Donc, et ça se passe aussi dès l'adolescence. C'est-à-dire que les parents n'en parlent pas, les médecins n'en parlent pas. Donc moi, j'appelle ça une question taboue. Voilà. Puis la troisième chose, je la garde pour moi, ça sera pour l'année prochaine. Merci infiniment. Jack, tu veux répondre et après on suivra et dans pas longtemps, on va devoir malheureusement arrêter. Oui, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Le problème que vous décrivez est intéressant. Effectivement, il y a cette histoire de parachutage qui peut effectivement être assez embêtant. Vous décrivez un problème qui est très connu aux États-Unis et qu'on rencontre assez souvent aux États-Unis dans le système criminel, dans le système pénal. Si vous avez un problème de drogue qui a été diagnostiqué, si c'est possible, s'il y en a suffisamment, et ben vous avez la possibilité d'être présenté à une cour spécialisée. Où un travail systémique sera effectué, il y a une équipe qui continuera à vous suivre pour éviter précisément ce que vous êtes en train de décrire. Le défi aux États-Unis, c'est qu'il y a à peu près 2, peut-être 3% de pénétration de ce genre de cours spécialisés. Donc il y a très très peu de personnes qui ont accès. Généralement, ce sont des cours générales qui traitent de tous les cas et qui traitent à la fois de personnes qui ont des problèmes d'addiction et d'autres personnes qui n'en ont pas. Nous avons un certain nombre de travaux qui sont en cours aux États-Unis, mais ces cours spécialisés ont été une réponse, une solution apportée à ce problème, la possibilité de suivre ces individus à long terme. Et à ce sujet, les résultats sont excellents. On a mené quelques études et on voit que c'est extrêmement positif et ça évite le genre de situation que vous venez de décrire, avec des gens qui, notamment lorsque les gens ont été diagnostiqués, que ce sont des cas très graves, on les envoie dans ces cours spécialisés et il y a la possibilité d'avoir accès aux soins. Cela dit, pour avoir accès à ces soins, du coup, il faut commettre un crime épouvantable pour réussir à avoir accès aux soins. C'est un petit peu paradoxal d'un autre côté. Je vais rester dans le public le plus possible. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? David, on va te donner un micro, bouge pas. Bouge pas, on va t'apporter un micro. Merci. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit le professeur tout à l'heure à propos de l'alcool. Et aussi, je pense, une épidémie en France dont on ne parle jamais, qui sont tous les médicaments benzodiazépines. Et enfin, je suis venu ce matin, je n'ai pas pu assister à tout, mais on a beaucoup parlé d'héroïne. Mais je pense qu'en France, l'énorme épidémie concerne les dégâts que font l'alcool dans tous les niveaux de la société, le mélange avec les benzodiazépines, et on en parle très très peu. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Ici, on n'a peut-être pas la vague d'opiacés que les États-Unis sont en train de subir, mais ici, on a quand même nos problèmes bien spécifiques qui font que et puis en plus, j'ai appris avec étonnement et inquiétude que un membre du gouvernement avait déclaré que la molécule alcool dans le vin n'était pas aussi nocive que la molécule alcool dans d'autres alcools. Alors là, j'ai été vraiment stupéfait. Je me suis dit, il n'y a qu'en France qu'on peut arriver à ce raisonnement-là pour défendre... Ça remet en cause Mendeleïev, David. La classification des éléments est battue en brèche. Je vais essayer, parce qu'on a peu de temps. J'ai compris ton point, David, et je crois qu'il est central. Docteur Gosselin, les benzos. Les benzos. Les benzodiazépines sont de très bons médicaments quand ils sont bien prescrits. Et selon les recommandations, effectivement, donc voilà, c'est vrai qu'il y a une vraie question par rapport aux médicaments en soi. On avait commandé une expertise collective de l'INSERM sur la question de la prise en charge des médicaments psychotropes. Je m'y suis d'ailleurs replongée
il y a quelques jours pour rédiger le plan gouvernemental. Je pense qu'effectivement, il y a des choses à faire par rapport à ça, mais encore une fois, il y a des choses à faire par rapport à l'alcool, il y a des choses à faire par rapport aux benzodiazépines, par rapport au tabac, par rapport à tout ce qui est comportement addictif. Et l'idée, c'est effectivement de travailler sur la prévention, sur les compétences de chacun, être capable effectivement de contrôler. Voilà. Mais dans la politique publique, il y aura des choses autour des médicaments. Et on sait malheureusement aussi qu'il y a quelque temps, des jeunes sont décédés parce qu'ils mélangeaient effectivement des produits psychoactifs avec plusieurs médicaments en même temps, et donc je pense qu'effectivement on sait qu'il y a des choses à faire par rapport à ça, quoi. Merci Dr Gosselin. Je ne voudrais pas dramatiser les benzos, mais j'ai un patient qui a 18 ans, qui a volé la carte de crédit de son papa et qui a commandé 3500 Valium sur Internet en Russie, qu'il a reçu tranquillement dans l'ouest de Londres. Et il a fait un petit commerce, c'est-à-dire avec ça, mais le commerce n'a pas marché parce qu'il en a consommé la moitié, il a fini à l'hôpital avec une overdose. Donc on est au-delà de la prescription. On peut commander 3500 comprimés d'ecstasy chez soi et malheureusement, éventuellement, les recevoir. Les benzos en soi ne sont pas en cause. Ce qui est en cause, c'est l'accès de façon absolument incontrôlée à des substances psychoactives, y compris qui sont fabriquées par des laboratoires. Mais là, vous posez la question de l'accessibilité par Internet, hors prescription. Je pense que c'est celle-là à laquelle David faisait allusion. Il n'était pas en train de faire le procès du corps médical, mais bien plus le libre accès, quoique le libre accès à la fourniture. Médecins qui ont prescrit trop mal, je n'étais pas en train de défendre les médecins. Je dis, il y a des patients qui tournent de médecin en médecin, enfin c'est un problème très ancien. Mais si on regarde, lorsqu'on a fait cette expertise a été faite, dans les pays où par exemple l'alcool est très très contrôlé, on se rend compte que la consommation de benzodiazépines dans des pays européens, du Nord notamment, il y avait bien plus de consommation de benzodiazépines qu'en France. Donc je veux dire, encore une fois, il y a des transferts des patients de produits à d'autres. Quand on fait passer comme stupéfiants certains produits, les personnes vont en chercher d'autres. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il faut essayer d'arriver à revenir en amont et à réfléchir à comment faire pour que les personnes arrivent à consommer selon les prescriptions ou à ne pas avoir besoin d'aller commander 3500 comprimés de benzodiazépines sur Internet. Oui, je bien que c'est très mal vu de le dire, mais juste quand même rappeler que penser les addictions sans penser les modes de vie, c'est-à-dire sans penser à quoi ça sert, ramener à la personne, c'est quand même se condamner à tourner en rond. Alors, j'arrête parce que c'est trop tard et parce que c'est mal vu et parce qu'il vaut mieux soigner ou punir. Mais un jour, on se dira que éduquer les personnes et s'intéresser à l'humain, si on veut résoudre les questions des addictions, ce serait quand même par là qu'il aurait fallu qu'on commence. Absolument. Merci Jean-Pierre. Jean-Maxence. Juste une petite remarque. D'après ce que j'ai cru comprendre, on se pose la question dans certains États, aux États-Unis, où le cannabis a été dépénalisé, d'une diminution de la consommation d'alcool. J'ai vu passer quelques publications sur le fait que le cannabis semblerait remplacer ces consommations d'alcool. On l'a chez les jeunes en Angleterre également. Jean-Maxence, je te laisse la parole. Après, on va devoir arrêter. Si, moi, je pense qu'on touche à un point important de la discussion. Je voulais rappeler que dans la crise des opioïdes aux États-Unis, il y a très souvent des overdoses et des dépressions respiratoires sévères, donc qui sont liées à l'association d'opiacés, d'opioïdes et de benzodiazépines, et que là il y a quelque chose d'ingérable par les usagers qui est mortel. Mais c'était pas ça ma question. Et aujourd'hui, il y a une évolution dans un certain nombre de pays, en tout cas sur une catégorie de psychotropes, le cannabis, au Canada, dans un certain nombre vous le savez, d'États américains, en Amérique du Sud, et puis y compris en Europe, des législations contrastées. Est-ce que nos amis anglo-saxons ont réfléchi à l'articulation entre la justice ou d'une part, ou le système policier et le système de soins, en essayant d'optimiser les parcours? Est-ce que l'évolution de ce contexte, est-ce que la question de la prise en charge et du soin dans des espaces partiellement déprohibés, est-ce que ça amène à regarder les choses de façon différente? Est-ce que de nouveaux problèmes se trouvent posés? Est-ce que certains problèmes se trouvent résolus ou facilités?
moi je suis d'accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre, on réfléchit toujours au système 2 points dans un certain cadre, mais ce cadre, il mérite, même si c'est pas la décision de notre gouvernement, il mérite d'être réinterrogé dans sa dimension d'ensemble, et le fait qu'il y ait des évolutions législatives majeures, y compris par des acteurs comme les États-Unis, en tout cas au niveau de ces États, si ce n'est au niveau fédéral, qui ont joué un rôle très important dans la mise au point des accords internationaux sur ces questions depuis longtemps. Est-ce que ça change la pratique du soin, le parcours des gens qui souffrent de dépendance? Et au fond, derrière cette première question, il y a une deuxième. Comment est-ce qu'on peut inventer des dispositifs de soins dans des espaces qui seront partiellement ou complètement déprohibés? Voilà. Merci Jean-Maxence. Mike, est-ce que tu voudrais répondre à cette question? I'm sorry for that one. Merci pour cette question. Il nous reste vraiment plus beaucoup de temps. Il y a 20 minutes, il est 7h moins 20. Oui, je voudrais souligner, alors malheureusement la traductrice entend très mal. Il faudrait lui demander de se rapprocher du micro si possible. Merci. Nous avons décidé d'utiliser le système de justice pénale pour donner accès à un système de santé. On s'est dit que c'était une bonne manière de leur donner la possibilité d'accepter le traitement. Seulement, ça n'est pas idéal. Je pense qu'on a peut-être pris un mauvais aiguillage parce que on a généralement peur du système de justice. Il ne faut pas avoir peur, par contre, de son thérapeute. Donc ça n'est peut-être pas la bonne clé, mais on a fait ce qu'on a pu, si je puis me permettre. En ce qui concerne la décriminalisation, la dépénalisation, ça a été dit d'ailleurs, je pense que une dépénalisation n'est pas attendue. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression qu'ils doivent s'auto-médiquer. Ils utilisent pour cela des médicaments illicites ou des médicaments légaux. Et le problème auquel ils font face et l'aide qu'il leur faut existera dans toutes les structures de justice pénale. Ça ne nous aide pas de traiter une partie de ces gens comme étant différente des autres. Donc je pense que, encore une fois, c'est une question qui est intéressante. Nous, on essaye de travailler au sein du système dont nous disposons aujourd'hui. À l'année prochaine, parce que on continue, on apprend les uns des autres, on se familiarise, on s'apprivoise. Après tout, ça peut peut-être servir à quelque chose. Merci Michel. Jean-Pierre, un dernier mot. Alors à l'année prochaine, je ne sais pas, parce que moi personnellement, je ne serai plus en fonction de président de la Fédération Addiction. C'est une anecdote, mais à titre personnel, c'est un soulagement. Plus sérieusement sur le secteur, c'est oui, essayons de construire une complémentarité diverse ou une diversité complémentaire, et ce sera déjà pas mal. Merci Jean-Pierre. Jack, the last word. Yes, je sais qu'il faut reposer ça sur la tête, hein? Mais ça serait vite. This conversation has been excellent. Je trouve que cette conversation a été très intéressante. J'ai beaucoup aimé discuter avec vous, vous écouter pendant toute cette journée. Je le sais, encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons. En 2010, aux États-Unis, nous avons rassemblé le premier groupe d'experts pour parler de la méthadone, du buprenorphine, de ce qui allait finir par être le Vivitrol. Donc, on a parlé d'un certain nombre de médicaments. Nous avons eu une conversation à ce sujet au fil des années. Nous avons créé de plus en plus de conversations, de discussions. Nous avons eu une augmentation radicale du nombre de décès dus aux opiacés, dus aux opioïdes. Je sais que mes frères et sœurs en France doivent l'entendre. Il y a beaucoup de gens qui on dit que il y avait un certain nombre de problèmes où le système judiciaire cherchait à nous pousser à travailler dans une direction qui n'était pas la bonne. C'est important d'avoir un dialogue. J'espère que les choses ne vont pas continuer sur le même chemin que ce qu'elles ont pris jusqu'à maintenant, mais j'espère en tout cas que nous allons pouvoir prendre les mesures appropriées, parce que je sais qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de conversations qui se sont tues. Aujourd'hui, la police nous dit maintenant c'est bon, on y va, il y a 20 personnes qui sont mortes.
Il y a des gens qui disent je me moque de vos conversations, je me moque de vos débats, je me moque que vous me disiez que c'est la bonne solution ou pas. Les gens sont en train de mourir. Il nous faut une solution. Et c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis aujourd'hui. Les spécialistes du comportement participent à peine, ont à peine voix au chapitre, et les gens paniquent parce que les gens sont en train de mourir. Il y a des problèmes avec le VIH, le sida, avec l'alcool, etc. Encore une fois, faites bien attention avec la prévention parce que une fois que la crise arrive, le problème devient 1000 fois plus compliqué à résoudre. Donc merci beaucoup, je suis désolée de finir sur cette note quand même très pessimiste, mais merci de m'avoir demandé de participer aujourd'hui. Merci à tous, merci à vous tous d'avoir tenu bon jusqu'à maintenant, c'était riche, intense et dense. On reviendra l'année prochaine à la même époque, en gros au mois de mars. Merci infiniment à tous, merci beaucoup.